Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 21 août 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, donc avec les bourses européennes qui ont quand même marqué une baisse jeudi, rattrapées par les inquiétudes sur la solidité de la reprise économique après des indicateurs économiques américains jugés décevants. Et bien évidemment, au lendemain de la publication par la Réserve fédérale, dont le ton, on va dire, a surpris les investisseurs par sa prudence sur la reprise économique, certes, mais fragile. Enfin, la baisse a été marquée aussi dès l'ouverture par, comme je vous le disais, la publication des minutes de la Fed, dont les investisseurs ont surtout retenu l'inquiétude exprimée par plusieurs dirigeants de la Banque centrale américaine quant à la fragilité de la reprise économique. Et les nouvelles du jour en provenance des États-Unis n'ont par la suite fait qu'accentuer la tendance baissière déjà en place quand même sur les places européennes depuis maintenant une semaine, puisqu'on évolue dans une dynamique assez baissière. Côté US, en revanche, eh bien Wall Street a terminé dans le vert, mais bien évidemment soutenu par le Nasdaq avec un record en clôture pour l'indice technologique, donc la hausse des valeurs du secteur technologique l'emportant encore une fois sur des indicateurs décevants venus confirmer, comme le montrait hier, la vision prudente de la Réserve fédérale sur la reprise économique. Puisque les indicateurs du jour étaient quand même de leur côté en demi-teinte, avec notamment un rebond quand même des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine passée aux États-Unis, qui sont repassées au-dessus de la barre du million. Alors au total, 14,8 millions de personnes touchaient une indemnité chômage au cours de la semaine du 2 au 8 août, les données étant bien évidemment publiées avec une semaine de décalage. Enfin, on a aussi eu l'activité manufacturière de la région de Philadelphie. Elle est restée en croissance en août, mais à un rythme quand même moins rapide qu'en juin et juillet. Et pour finir, l'indicateur, enfin du moins l'indice des indicateurs avancés du Conference Board est aussi resté en croissance en juillet pour le troisième mois consécutif de 1,4%, mais également à un rythme moindre qu'en mai, où on a vu quand même 3,1%, et en juin, on a vu 3%. Donc forcément, force est de constater qu'on a un redressement de l'économie, mais une économie qui semble fragile pour l'instant, des chiffres assez contrastés, un soutien massif des banques centrales, mais pour le moment, la fameuse reprise en V aux États-Unis n'est pas là pour l'instant. On a une reprise économique, mais qui semble en tout cas assez fragile. Et justement, côté macro, pour comprendre un peu cette hausse pharaonique qu'on a sur les indices, eh bien ici c'est le bilan de la Fed vs le S&P 500 et surtout vs le ratio cours sur bénéfice. Donc encore une fois, cette semaine, on a vu une diminution du bilan de la Fed. On était monté à 7200 milliards, on était repassé sous les 7000 et là on est repassé au-dessus des 7000 milliards. Donc le bilan de la Fed en fait est revenu cette semaine à plus de 7000 milliards. Donc ce qui donne finalement aux investisseurs le feu vert pour de nouveaux gains sur le marché boursier. Étant donné que le S&P 500, comme vous pouvez le voir ici, c'est le ratio, mais le S&P 500 c'est pareil, se négocie en tandem avec le bilan de la Fed. Et le total des actifs cette semaine du bilan de la Fed a augmenté quand même de 53 milliards pour atteindre un peu plus de 7000 milliards, soit quand même 36% du PIB américain. Enfin, concernant ce ratio ici qu'on a sur 12 mois, le price earning ratio,
on atteint quand même un niveau extrêmement élevé et on le voit surtout sur les secteurs technologiques, dont Apple, dont les FANGMAN, d'autres secteurs ont certes du plomb dans l'aile, mais sur l'ensemble de la cote du S&P 500, on a quand même un ratio cours sur bénéfice extrêmement élevé. On est au-dessus des 26. En général, lorsqu'il se situe entre 10 et 17, on considère généralement que son prix est bon. Vous voyez, comme c'était le cas en 2015, 2016, 2017. En dessous de 10, en général, il signale, là on est sur un indice, mais pour un titre, à peu près la sous-évaluation du titre, on suppose de futurs déficits pour la société. Au-dessus de 17, bon, il tend à souligner la surévaluation de l'action ou à annoncer de futurs bénéfices. Donc là, les bénéfices, quand même, alors certes, comme je vous le disais, on a quand même eu 84% des sociétés du S&P 500 qui ont réalisé un Q2 meilleur qu'attendu. D'un autre côté, on avait des analystes extrêmement pessimistes, mais les résultats en soi, comparés au cours de l'action et les résultats à venir ou les résultats qu'on a eus, ne permettent pas d'avoir un ratio aussi élevé. Et enfin, au-dessus de 17, comme je disais, ça tend justement à souligner la surévaluation de l'action. Et quand il est supérieur à 25, eh bien là, on considère qu'il est souvent synonyme de bulle spéculative ou de fort profit attendu. Donc, pour le secteur technologique, on a quand même eu des bons profits, mais là, on est sur le S&P 500, donc ça représente quand même 500 sociétés. Il n'y a pas que les valeurs technologiques, et on est quand même au-dessus de 25. Et on constate que le rebond des marchés financiers face aux fondamentaux et quand même à des bénéfices à venir avec des vagues de licenciements qu'on a eu aux États-Unis dans plusieurs secteurs, dans plusieurs boîtes, indique quand même une certaine inquiétude et pourquoi pas une bulle spéculative. Effectivement, on a quand même certains graphiques, certains charts, certaines sociétés dont on assiste véritablement à une parabole dopée, ou du moins à cause de ce bilan de la Fed qui ne cesse de croître et engendre encore plus de liquidités sur le marché et derrière le risque, bien évidemment, de créer une bulle spéculative. Et encore une fois, pour remettre les choses en perspective, Apple s'est littéralement, encore une fois, envolé hier, il me semble, en prenant plus de 1,5%. Et on constate que Apple a une capitalisation boursière, comme vous le savez, de plus de 2000 milliards de dollars et on ne peut pas comparer l'incomparable, mais juste pour remettre les choses en perspective, comme je vous le disais, c'est que Apple en fait dépasse le PIB maintenant de l'Italie, du Brésil, du Canada, de la Russie et de l'Australie. Donc on a seulement 8 économies qui ont un PIB qui est supérieur à la capitalisation boursière de Apple. Donc c'est l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Allemagne, le Japon, la Chine et les États-Unis très loin devant. Mais encore une fois, certes, on ne peut pas comparer, c'est un peu comparer l'incomparable, comme je vous le disais, un PIB et une capitalisation boursière, mais toutefois, ça permet de prendre du recul et de remettre les choses un peu en perspective en montrant, en disant l'euphorie qu'on a actuellement sur les valeurs technologiques, dont Apple, qui, si vous regardez un graphique quand même de Apple en données hebdomadaires ou mensuelles, on est quand même dans une dynamique de prix qui ressemble à une bulle spéculative. Alors certes, avec le nouveau monde et le post-Covid, comme je vous le disais hier, on assiste véritablement à une accélération. Les valeurs technologiques sont sorties par le haut de cette crise grâce à la digitalisation et elles ont su, du moins encore une fois, montrer que via l'Internet, le e-commerce, et bien finalement, même en période de crise, les ménages continuaient d'utiliser leurs services. Toutefois, j'invite à la prudence car graphiquement, techniquement parlant, on assiste quand même sur certains titres à une parabole, à une dynamique de prix qui ressemble
à celle qu'on pouvait avoir sur le BTC, à savoir une parabole exponentielle, d'où quand même ma prudence sur certaines valeurs technologiques qui ne sont pas à l'abri d'une correction. Hein, pour rappel, en 2000, c'était pareil, too big to fail. Finalement, les valeurs technologiques ont lourdement chuté. Et là, actuellement, pour Apple, on est quand même sur un niveau de valorisation extrême, un chart qui évolue de manière exponentielle, mais d'un autre côté, des investisseurs en fait qui se ruent sur Apple et Tesla. Pareil, on a eu Tesla qui a pris 6% hier alors qu'il n'y avait strictement aucune news. Mais Tesla prend 6% tout simplement et Apple prend plus de 2%, tout simplement parce qu'il va avoir un split de l'action. Donc, on va avoir un split de 5 pour 1 et Apple, on va avoir un split de 4 pour 1. Donc là, actuellement, pour arrondir, si Apple vaut plus de 450, mais en gros, si vous détenez des actions Apple, imaginons un cours de 400 €, eh bien l'action va être divisée par 4. Donc l'action va coter 100, mais d'un autre côté, vos actions vont être multipliées par 4. En fait, c'est ce qu'on appelle un split de l'action et cela permet, si vous voulez, aux investisseurs particuliers de profiter du titre et de pouvoir se positionner dessus à un prix plus raisonnable. En soi, ça ne change pas la capitalisation boursière ou la dynamique des prix, on assiste juste à un split de l'action. Apple a déjà procédé plusieurs fois à un split et en général, quand on annonce, une société annonce un split, généralement, on a souvent des investisseurs qui se ruent dessus, donc véritable euphorie pour accumuler encore plus de titres. C'est actuellement le cas sur Apple et Tesla aussi qui va diviser son cours de l'action, il me semble, par 5. Côté graphique, maintenant, on va s'intéresser, comme à l'accoutumée, au CAC 40. Alors, le CAC, en données hebdomadaires, pas grand-chose à dire. Hein. Finalement, on constate que même la bougie de la semaine, donc on aura fait une séance, une semaine dans le rouge, mais on est toujours très clairement dans une phase d'indécision, de stabilisation, j'ai envie de dire. Donc, vivement la rentrée pour avoir un peu plus de volatilité, surtout sur le CAC 40 qui reste quand même assez léthargique, qui aura été tout de même léthargique durant toute la période estivale. En données daily, sous le pivot de la semaine, toujours, dynamique baissière de très court terme. Bon, pour moi, le niveau important, c'est d'aller chercher les 4930, 4940. Sinon, derrière, on est toujours soumis à un risque de dégringolade vers les 4800, je trouve, même si on a un indice qui est relativement mou, je trouve, en données daily, on n'a pas beaucoup d'informations, même éventuellement sur la tête des bougies, mais plutôt se dire que basculer sur des unités de temps plus courtes permet voilà, d'y voir un peu plus clair. Et pour moi, le flux reste baissier tant que le marché ne repasse pas, voilà, comme je vous le disais, en données 4 heures, au moins au-dessus des 4940. Pour l'instant, on s'est fait une petite frayeur ce matin, on a réussi à remonter, on est peut-être en train de valider un double bottom, mais plutôt le sentiment quand même depuis un peu plus d'une semaine, vous voyez qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, donc à court terme, on est dans une dynamique baissière. De court terme, moyen terme, reprise haussière, rebond technique, tendance, on va dire, un peu secondaire de latéralisation, consolidation. Bien évidemment, la sortie de ce triangle va permettre de donner le tempo pour la suite. Mais à très court terme, c'est un marché de traders, c'est de l'intrascalping qu'il faut faire sur les indices, du moins sur les indices européens. On est vraiment dans un marché d'intrascalping, très difficile de mettre en place des plans swing. L'absence des investisseurs et des opérateurs avec la période estivale fait que les volumes sont assez réduits et que la volatilité n'est pas très présente sur les marchés.
Et là, c'est pareil, on se rend compte qu'on a un petit range, qu'on est sous les 4930, qu'on a une grosse MM400, MM200 4 heures et 50 juste au-dessus en données 4 heures, et là, en données 1 heure, MM250. Donc, quand même, pour l'instant, certes, on prend 0,4, mais les baissiers, pour moi, à court terme, continuent de garder l'ascendant psychologique. Donc, tant qu'on est sous les 4930, 4940, plutôt baissier, mais bon, vous voyez qu'aller chercher les 4008, il faudrait un catalyseur. Et pour l'instant, en données 4 heures, en données 15 minutes, pardon, on est dans un range. Voilà, on a un magnifique range ici. Et encore une fois, trading range entre les deux bornes. Donc, attendre un puissant chandelier de retournement éventuellement ici pour permettre d'effectuer un ping-pong entre ces deux bornes. Vous voyez qu'il y a quelques points à prendre, mais ça reste vraiment un marché plus pour les traders intraday et les scalpers que les swing traders. Le DAX, même chose, toujours dans son range finalement, on peut basculer en hebdo. Une nouvelle fois, incapacité du marché pour l'instant, mais à l'heure actuelle, impossible d'aller chercher au-dessus des 12 940, 12 980 en clôture. Donc cette fameuse zone de polarité fait plutôt bien le job depuis plusieurs semaines. Donc c'est un pivot pour moi hebdomadaire en cas de clôture au-dessus qui permettrait d'aller chercher vraiment le comblement du gap de rupture qu'on a eu juste ici. En données daily, pas grand-chose à dire d'un point de vue des bougies, en tout cas, on est toujours dans un range, selon moi. Plus pertinent, encore une fois, de descendre sur des unités de temps un peu plus courtes. Et on constate encore une fois le range qui fonctionne parfaitement. Donc, achat en bas, vente en haut, et attendre la cassure, encore une fois, d'une des deux bornes pour se positionner et accompagner le momentum à venir. En données 1 heure, c'est à peu près pareil. Voilà, on pourrait même tracer une oblique. On pourrait presque avoir un biseau ici ou un triangle, vous voyez, avec un risque quand même de double top si on en sort par le bas. Là, on est vraiment neutre, je trouve, ici. Plus pertinent vraiment d'essayer de se positionner le plus bas possible, ou soit au plus haut. Et là, actuellement, on est, vous voyez, dans la zone un peu d'équilibre du range, donc c'est un peu la grosse bataille. Toutefois, en cas de cassure de MM50 et de 7 obliques, éventuellement, on pourrait avoir une sortie par l'eau qui permettrait de donner une nouvelle impulsion pour aller chercher les 13 053, 13 050. Et par contre, incursion sous 12 775, sous les plus bas, sous toutes les mèches en clôture horaire, la stratégie pour aller chercher les 12 575 points. Et sinon, ici, pour moi, il n'y a rien à faire, si ce n'est d'attendre un vrai signal haussier ou un retour sur la borne basse avec cassure. Le Dow Jones. En hebdomadaire, pareil, la bougie hebdo ne donne pas beaucoup d'informations. Elle ne ressemble pas à un pattern de retournement, ni d'indécision, ni de continuation. Donc en hebdo, on n'a absolument pas de pattern. En daily, grosse phase d'hésitation quand même de la part du marché. On constate que la semaine a été quand même assez molle. On sent qu'on n'a pas beaucoup de volatilité, qu'on est durant les vacances tout simplement, et que les opérateurs, eux aussi, partent en vacances. Et de ce fait, on a un marché un peu plus mou que d'habitude, malgré une crise sanitaire, malgré des craintes toujours présentes sur les marchés, malgré une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Mais pour le moment, on est vraiment dans une petite phase de stabilisation, de consolidation sur l'indice Dow Jones. Tant qu'on n'enfonce pas
le précédent top, eh bien, on est toujours dans la théorie de dos, des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, c'est un pullback qu'on a eu sur l'ancien top. Pareil sur le Dow Jones, pas évident de mettre en place des plans swing, si ce n'est toujours en cas de cassure au-dessus des 28 200 pour aller chercher le gap qu'on a ici. Donc là, il y aurait essentiellement 500 points à prendre en swing. Mais pour l'instant, ça pourrait être intéressant voilà, d'avoir un pullback, un stop un peu plus bas pour retourner sur les 28 200 si on affine en données 4 heures. En données 4 heures, bon, pas beaucoup d'informations, je trouve, en données 4 heures. En données 1 heure, c'est peut-être un peu plus précis. Voilà, et de se dire si finalement on casse cette oblique. Là, on a une belle oblique. Un peu ce biseau. Voilà, belle oblique. Peut tenter des achats sur l'ancien point haut. Et pareil, en cas de cassure de cette MM50 et de cette oblique, on aurait quand même une sortie de triangle par le haut. Et donc, ce serait quand même d'aller chercher les 28 200 et 2, d'aller chercher le gap. Donc là, voilà à peu près un plan swing haussier. Mais pour l'instant, en tout cas, les acheteurs gardent la main. Et par contre, invalidation de ce plan si clôture sous les précédents plus hauts ici. Si on a une clôture sous les 27 580, là en revanche, on aurait plutôt un risque de dégringolade pour venir chercher les anciens tops juste ici, à peu près, voire même pas droite. Voilà. Correction pour venir prendre appui sur les deux tops et MM200. Voilà le plan à peu près sur le Dow Jones à moyen court terme. Concernant l'euro-dollar, alors l'euro-dollar qui semble entamer sa correction pareil en ABC, en données horaires. En hebdo, on s'est quand même fait une belle mèche et ça a quand même la tête d'une étoile filante pour l'instant. Donc la clôture n'est pas terminée, là il reste encore quelques heures de cotation avant d'avoir le fameux pattern weekly, mais cette belle mèche haussière avec une ombre basse du moins très limite, une légère ombre basse avec un petit corps nous invite à la prudence puisqu'on pourrait avoir une étoile filante. Derrière, on tente de valider la fameuse divergence baissière. Alors, hier, elle n'a pas été validée, on a fait une séance dans le vert. Il faut, si j'agrandis encore une fois, voilà, il faut vraiment que l'indicateur clôture au-dessus, en dessous, pardon, du creux entre les deux tops. Et hier, ce n'était pas le cas. Donc là, actuellement, on tente, et seulement si on clôture sous, effectivement, on aurait une divergence baissière qui permettrait d'aller faire au moins un pullback et voire d'aller chercher la MM50. Cela ne veut pas dire qu'on aurait un signal de retournement, mais une correction éventuellement avant de repartir dans le sens de la tendance. Donc, on fera le point quand elle sera validée, mais voilà, on a quand même eu l'avalement suite aux propos de la Fed. Derrière, faux breakout de sortie de range. Si on regarde l'indice DXY $, on a aussi une divergence haussière par contre sur le dollar, donc logiquement baissière sur l'euro. Donc plusieurs signaux en tout cas à court terme qui plaident pour un rebond du dollar, donc une correction de l'euro. Et dans ce cas-là, oui, on pourrait avoir un retour sur les 1,15,9. En données 4 heures, finalement, on est en train de casser notre MM50 et on entame la fameuse correction en ABC, un peu comme on a vu sur le gold.
Donc là, pareil, si on valide vraiment cette correction en ABC, derrière, risque de divergence et donc de correction à venir sur l'euro-USD. L'euro-GBP qui plonge aussi, alors qui arrive à se ressaisir sur la borne basse de ce range quand même, mais on va se mettre en hebdo. En hebdo, on voit qu'on se stabilisait quand même depuis plusieurs semaines. Pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on a un énorme range de très long terme entre 0,83 et 0,9330. C'est en daily où c'est un peu plus pertinent, je trouve. Voilà. On a ce range. Et donc là, tentative, donc pareil, à surveiller la clôture. Là, on est en train de faire un petit marteau en daily. Mais on a un magnifique range actuellement qui est en place. Et ce matin, on était un peu plus bas. Donc pareil, à surveiller. Sinon, ça part sur un double top. À risque de double top, ce serait d'aller chercher la moyenne mobile 200 en cas et uniquement en cas de clôture sous 0,8940. Pour l'instant, c'est un range. Vous voyez que les acheteurs se sont manifestés ce matin. Pareil, derrière, en données 4 heures, on est en train de faire un avalement sur la borne basse. Donc là, première tentative de rebondir à surveiller donc. La bougie n'est pas clôturée, mais on tente de faire un avalement. Et dans ce cas-là, encore une fois, stratégie de ping-pong et de trading range entre les deux bornes. Est-ce que en données 1 heure, on n'a pas de divergence, malheureusement. Pas de divergence, elle n'est pas validée. Cette petite, on aurait presque pu en avoir une ici, mais on a une belle bougie flux. Hein. Là, même, on a une belle bougie horaire, là, qui pourrait quasiment nous faire une étoile du matin. Donc vraiment, les acheteurs se manifestent sur la borne basse de ce range. Et par contre, elle est validée en données 15 minutes. Voilà, belle divergence ici. Ah non, elle n'est pas validée, autant pour moi. Elle n'est pas validée. Bien un creux qui est plus bas que celui-là, finalement, presque. Mais des bougies horaires, en tout cas, voire même 4 heures, il est nécessaire vraiment d'attendre la